Bonjour, ici Frédéric, alias Elan Sarou. Alors je pense qu'on est parti pour une assez longue vidéo puisque je vais parler d'un thème vaste et complexe qui est celui de l'alimentation. L'alimentation au regard de la pratique spirituelle et de l'importance de la régénération psychique, la régénération de l'âme. Je vais vous en parler au travers de ma propre expérience. Alors je précise d'entrée que mon expérience est toute personnelle évidemment et que les conclusions auxquelles je suis arrivé n'engagent que moi. L'alimentation, comme je l'ai dit, c'est un domaine très très complexe. Ce qui est valable pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Je vais essayer de dresser quand même les grandes lignes de l'alimentation parce que je pense qu'il y a quand même des lois fondamentales à respecter. Mais après, il faut, à l'intérieur de ces lois, pouvoir être nuancé, tempéré. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'état global de santé d'un être humain. Et l'alimentation va jouer un plus ou moins grand rôle en fonction de ces facteurs. Elle sera elle-même un facteur. Voilà, donc tout ce que je vais dire au travers de cette vidéo, il ne faut pas le prendre comme une vérité absolue, mais comme le reflet de certaines prises de conscience, de certaines expériences. Après, vous ferez votre propre idée. Je vous invite à la réflexion par rapport à ce qui va être dit, au discernement également. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur Internet, hein, il faut trier le bon grain de l'ivraie. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Et puis, comme dit, ce qui peut être vrai pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Et ce qui a été vrai pour une personne à un moment donné ne le sera pas toujours. Donc, elle va évoluer et puis à un moment donné, elle va sentir qu'elle peut modifier son mode d'alimentation. C'est ce qui a été mon cas. J'ai fait beaucoup d'expériences depuis mon burn-out en 2007 par rapport à l'alimentation. L'alimentation est d'ailleurs la première chose à laquelle je me suis ouverte, hein, avant de m'intéresser à l'énergétique, à la spiritualité, à la méditation. J'ai testé pas mal de méthodes et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un regard assez global, une assez bonne expérience de ce qu'est l'alimentation et de sa place dans la démarche spirituelle, hein, dans la pratique spirituelle. Je vais vous citer quelques livres, quelques auteurs qui m'ont particulièrement touché, qui m'ont particulièrement influencé, qui m'ont inspiré pour vivre certaines expériences. Il y a eu au départ l'alimentation et la troisième médecine, hein, du docteur Jean Seignalais, avec rapidement aussi les ouvrages du docteur Tal Schaller et la fameuse alimentation vivante. Je me suis intéressé à ce que faisait l'Institut Hippocrate, Brian Clément, avec son livre L'énergie vitale. Je mettrai les références, hein, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il y a eu l'instinctothérapie. J'ai testé le jeûne, j'ai testé l'urinothérapie. J'ai bu pendant une année beaucoup de kombucha. J'ai fait pas mal d'expériences. Bien sûr, il y avait dans l'alimentation vivante, il y avait les graines germées. Et puis après, j'ai testé l'instinctothérapie du très controversé Guy-Claude Burger. J'ai trouvé que son livre Manger vrai était extraordinaire, vraiment plein de bon sens, des choses très très intéressantes, avec une approche très scientifique de l'alimentation. Et j'ai testé cette instinctothérapie. Bon, j'ai pas fait très longtemps parce que c'est... Quand on vit dans une société industrialisée et qu'on n'a pas sa petite ferme avec ses cultures, ses animaux, ça devient très très difficile à tenir un régime comme ça. Il faut pouvoir mettre sur la table énormément d'aliments, divers et variés, et puis les sentir, les goûter, voir si ça nous convient sur l'instant. Des aliments qui sont non transformés, hein, originels. Donc voilà, ça coûte très très cher de mettre ça en place et j'ai pas testé ça longtemps. J'ai pas pu voir si sur le long terme c'était très efficace. Après j'ai testé le régime sans mucus aussi. Alors là tu passes vraiment une alimentation presque essentiellement crue avec beaucoup de fruits, de feuilles vertes.
Beaucoup de jus également, hein, c'est le régime sans mucus, donc il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de céréales, il n'y a plus de viande non plus, ou alors très très peu, plus de protéines animales. Après, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup touché, c'est le mythe végétarien. Je ne sais plus le nom de l'auteur, je mettrai aussi en référence. Et puis là, ça m'a remis en question pas mal de croyances sur le végétalisme. Et puis ensuite, il y a eu le livre de... Comment s'appelle-t-elle? France Guillain, je crois. La méthode France Guillain, où là, on revient à une alimentation très équilibrée, un petit peu l'alimentation de nos grands-parents, hein, alimentation traditionnelle. Une alimentation saine, équilibrée, variée, où on va manger de tout, hein, du cuit, des céréales, de la viande. Et on va privilégier la notion de plaisir, la joie dans ce qu'on va manger. Voilà, donc pas mal d'expériences, pas mal d'informations autour de l'alimentation. Je m'étais aussi intéressé à la méthode de la doctoresse Kousmine, hein, avec son fameux livre « Sauvez votre corps ». Et au fil de ces expériences, eh bien, j'ai pu observer comment je me sentais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce qui se passait aussi au niveau émotionnel. Et j'ai pu arriver à certaines conclusions. J'ai aussi lu en parallèle, je me suis aussi renseigné sur ce que les grands sages, hein, disaient au sujet de l'alimentation, les références qui étaient faites dans les grands textes sacrés. Alors là, ce qu'on découvre assez vite, c'est qu'il n'y a pas de préceptes très clairs au niveau de ce qu'on peut manger, de ce qu'on ne peut pas manger. Il y a des grandes lignes. Et ces grandes lignes, c'est avant tout des principes d'hygiène et de modération dans l'alimentation. Ça rejoindra aussi ce que dira plus tard l'alchimiste Paracelse, hein, l'alchimiste suisse, avec son fameux « tout est poison, rien n'est poison ». Rien n'est poison, c'est la dose qui fait qu'une chose est poison ou pas. Et ça, c'est vraiment un principe basé sur le bon sens, hein, ce bon sens de la modération. J'ai d'ailleurs pris un extrait ici d'un livre de Sri Aurobindo, qui était un des grands sages de l'Inde. Alors lui, il voit les choses à partir de sa tradition, hein, qui est l'hindouisme, évidemment. Alors voilà ce qu'il écrivait dans son livre « La pratique du yoga intégral ». Je crois qu'on a exagéré l'importance de la nourriture sattvique du point de vue spirituel. L'alimentation est plutôt une question d'hygiène, et beaucoup des sanctions et prohibitions promulguées par les anciennes religions résultaient de considérations plus hygiéniques que spirituelles. Les définitions de la Bhagavad Gita semblent avoir la même orientation. Les aliments tamasiques, semble-t-elle dire, sont ce qui n'est pas frais, qui est pourri, qui a perdu ses vertus. La nourriture rajasique est ce qui est trop acré, épicé, etc., qui réchauffe le sang et gâte la santé. La nourriture sattvique est celle qui est agréable, saine, etc. Puis un petit peu plus loin. Quant à savoir quels aliments particuliers sont ou non sattviques, c'est une autre question et il est plus difficile de se prononcer. Spirituellement, je dirais que l'effet des aliments dépend davantage de l'atmosphère et des influences occultes qui les accompagnent que de rien qui se trouve dans l'aliment lui-même. Voilà, après il disait aussi « Le végétarisme est un tout autre problème. Il repose, comme vous le dites, sur une volonté de ne pas faire de mal aux formes les plus conscientes de la vie pour satisfaire son ventre. » Alors quand on s'investit dans une démarche spirituelle, on est très soucieux de son alimentation et aussi de questions morales, de questions éthiques par rapport à la souffrance des animaux. Et il y a beaucoup de gens qui optent pour un mode alimentaire végétarien ou végétalien, ce qu'on appelle vegan également, où on va manger que du cru, essentiellement du cru avec beaucoup de feuilles vertes, beaucoup de fruits, le frugivorisme. Et ce que j'ai pu constater, c'est que souvent,
on y va par rapport à une idéologie, par rapport à des croyances qui nous plaisent moralement, mais que ça ne sera pas toujours ce dont notre corps aura besoin à un instant T. On va trouver l'idée plaisante de se nourrir que de végétaux, de passer à un mode frugivoriste par exemple, vegan, parce que spirituellement on a l'impression que c'est le mode le plus approprié, aussi par rapport au rapport à la nature, hein. Mais notre corps, lui, là où il en est, eh bien ça ne sera pas approprié. Encore une fois, si on s'intéresse au message des grands maîtres, et aucun d'entre eux, si je ne m'abuse, n'a dit qu'on devait adopter un mode végétalien, frugivoriste, rigoureux à ce niveau-là. Ils ont prêché plutôt la modération et des règles d'hygiène. Et si on se réfère aux textes sacrés, comme par exemple à la Bible, hein, au livre de la Genèse, là aussi c'est pas très clair, hein. Il y a des préceptes qui sont parfois contradictoires, suivant à quelle étape on se situe dans le livre de la Genèse. Dans 1,29, il est dit que Dieu donne toute herbe portant de la semence et tout fruit provenant de l'arbre qui porte aussi de la semence. Il donne ça à l'être humain et puis il lui dit que ça sera sa nourriture. Ça c'est dans Genèse 1,29. Mais il faut bien penser qu'à ce moment-là, l'homme il est dans le jardin d'Éden, hein, donc il est dans ce qu'on appelle son état primordial. Il est dans un état de parfait équilibre, dans un état de pleine santé, de fonctionnement optimal de sa physiologie. Il est en harmonie avec son environnement. Il n'est pas dans un état de dégénérescence comme dans lequel se trouve notamment l'homme moderne, hein, aujourd'hui dans des sociétés polluées, industrialisées. Donc il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas dire que parce que dans le livre de la Genèse, Dieu a proposé à Adam et Ève un régime frugivoriste, que c'est le seul et unique régime viable pour l'être humain. Attention, d'ailleurs si on va un petit peu plus loin dans le livre de la Genèse, après la chute, après le déluge, je crois même précisément, ça doit être dans Genèse 9.3 je crois. Là, Dieu il inclut la viande, hein, il dit que l'homme peut désormais se nourrir de tout ce qui se meut à la surface de la terre et qu'il donne cela à l'homme tout comme l'herbe verte. Je ne sais plus exactement la phrase, hein, je mettrai les références. Voilà, donc on voit déjà là qu'il y a aussi des contradictions. Je ne pense pas que c'est vraiment des contradictions en tant que telles, c'est plutôt des prescriptions en fonction de l'état intérieur de l'être humain. On peut lire le récit de la Genèse comme une histoire, prendre les choses de façon tout à fait littérale, ou les prendre comme un symbolisme de ce qui peut se passer à l'intérieur de l'être humain. Et au début de la Genèse, donc comme je le disais, l'homme est dans son état primordial, il est en parfait équilibre. Et là, ça fait sens qu'il puisse se nourrir essentiellement de végétaux et de fruits. De plantes, de salades, d'herbes, etc. Et puis de tout ce qu'il peut cueillir aux arbres, hein. Mais après, il y a la chute, il y a la dégénérescence qui commence. Et puis là, l'ego va devenir de plus en plus étouffant, sclérosant pour l'âme vivante. Il y aura une division au niveau de la psyché. Et l'être va commencer de compenser avec des choses extérieures. Et il va s'appuyer sur l'alimentation pour combler des manques. Et là, à partir de là, il est peut-être juste de changer, d'adapter le mode alimentaire en consommant des céréales, de la viande. Il faut bien penser qu'un être humain qui est étouffé par son ego
vivra des déséquilibres à l'intérieur de lui. Il vivra un stress. Ce stress va contribuer à l'épuiser au niveau des minéraux, au niveau des hormones. Et il peut être juste pour cet être-là de combler certains manques par la viande, par exemple, parce que les hormones, les neurotransmetteurs que son organisme ne pourra plus produire parce qu'il est en état d'épuisement, eh bien, ça sera tout à fait justifié et légitime de pouvoir les prendre dans ce que l'animal aura produit pour lui, dans sa viande, dans sa chair. Donc, au travers de cette explication, j'aimerais faire comprendre qu'il faut faire très très attention au fanatisme alimentaire, à l'idéologie. Si on est dans un état de dégénérescence avancée, passer du jour au lendemain à un régime végétalien, frugivoriste, peut être dangereux, peut donner lieu à des problèmes. On va peut-être très très mal le vivre. En tout cas, c'est ce que j'ai pu aussi expérimenter quand je suis passé à un mode vegan pendant quelques mois. J'avais vraiment été dans l'extrême où je mangeais plus que des salades, des feuilles. Et puis en parallèle, je mangeais beaucoup de fruits. Je buvais des jus, je m'étais acheté un extracteur de jus. D'ailleurs, je l'ai toujours. Il m'arrive de faire des jus très régulièrement et puis j'aime beaucoup ça. Mais aujourd'hui, je suis revenu à un mode d'alimentation beaucoup plus équilibré. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc j'ai remarqué quand je suis passé à ce mode d'alimentation frugivoriste extrême, si je peux dire comme ça, que j'allais pas forcément mieux. Je me suis énormément amaigri, je suis passé de 70 kg à 62, j'ai perdu 8 kg pour 1m85, donc j'étais très très maigre. Aujourd'hui je suis revenu à 72 kg. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps aujourd'hui depuis que je remange équilibré. Alors attention, là je ne suis pas en train de dire que parce que je me porte mieux depuis que j'ai une alimentation équilibrée, que tout le monde se portera bien avec une alimentation équilibrée traditionnelle. C'est pas ce que je suis en train de dire là, je parle vraiment à partir de mon expérience. Ne prenez pas ça comme une vérité absolue qui conviendrait à tout le monde. Il y a des gens qui passent à un régime frugivoriste et qui se portent très bien. Et voilà, c'est parce que ça leur fonctionne, ça fonctionne pour elles. Il faut toujours être à l'écoute de son corps plutôt qu'y aller avec des croyances, avec des idéologies. Et donc voilà, après cette expérience, j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, à ce moment-là de ma vie, le fait de ne manger que des végétaux, des fruits, des jus, c'était pas approprié pour moi. Et j'ai eu la sagesse de renoncer. Je me suis pas dit, bon, il faut absolument que je continue, ça va payer sur le long terme. À un moment donné, quand tu continues de perdre du poids et puis que tu as l'impression de plus avoir de force, de commencer d'avoir des trous de mémoire, etc., tu te dis, ouais, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Et j'en étais à un stade au niveau de mon organisme où j'étais pas à même de puiser tout ce qu'il fallait dans les végétaux. Mon organisme n'était pas assez renforcé pour ça. J'étais déminéralisé, j'avais un déficit au niveau hormonal, mes glandes surrénales étaient encore épuisées, j'avais pas récupéré complètement de mon burn-out. Et donc c'était plus destructeur qu'autre chose d'être passé une alimentation comme ça. Alors, ce qu'il y avait aussi, c'est que je me sentais très très pur à l'intérieur, je me sentais tout propre. Mais il y avait un déséquilibre à un autre niveau. Et ce mode d'alimentation aurait peut-être été adapté si j'avais été dans une immobilité toute la journée, dans une forme d'ascétisme avec une rigueur où j'aurais fait vraiment que de la méditation par exemple. Mais comme j'étais actif, voilà, ça n'allait pas du tout. C'était pas adapté. Après, il y a un autre livre que j'ai pas cité avant, c'est le livre de Robert Masson, Diététique de l'expérience, 50 ans d'expérience d'un
d'un praticien de la naturopathie. Et ce livre m'avait pas mal ouvert les yeux aussi sur l'importance d'être nuancé et de ne pas partir dans une trop grande rigueur qui serait de l'extrémisme ou du fanatisme alimentaire, uniquement parce que cela serait plaisant d'un point de vue de croyance. Et là, je suis revenu à un mode alimentaire un peu plus équilibré. J'ai recommencé de manger de la viande, de cuire les aliments. Et tout de suite, j'ai repris du poids, j'avais plus de force physique, j'avais plus d'énergie. Et j'avais aussi plus de plaisir à manger parce que je me souviens quand je me trouvais devant mes salades avec mes graines germées, il y avait une lassitude et puis ça me paraissait fade. Et ça, voilà, je m'en accommodais plus et je devais aussi beaucoup mettre du sel, je devais mettre des épices et puis tout ça pour essayer de trouver du goût, du plaisir et c'est pas forcément harmonieux, hein. Voilà, donc j'ai retrouvé un mode d'alimentation un petit peu plus sain et puis voilà, en parallèle j'ai continué mes démarches aussi par rapport à la spiritualité. Et c'est là aussi où je voulais en venir dans cette vidéo. Ce que j'aimerais dire, c'est que avant de tout miser sur l'alimentation, il y a aussi d'autres dimensions qui sont très très importantes. C'est notamment la gestion des émotions. C'est notamment s'autoriser à vivre des choses qui correspondent à nos aspirations profondes, à ce qu'on aime naturellement faire, à ce qu'on aime naturellement expérimenter. Il y a la notion de joie qui est très très importante. Si on mise tout sur l'alimentation mais qu'on ne se donne pas les moyens d'apprendre à gérer nos émotions et de faire ce qu'on aime dans notre vie, alors je ne suis pas sûr que les améliorations d'état de santé soient très nettes. D'ailleurs, on voit beaucoup ça hein, dans les gens qu'on peut côtoyer autour de nous. Il y a des gens qui soignent pas forcément leur alimentation, mais ils vivent leur vie rêvée, ils s'autorisent à faire ce qu'ils veulent, à faire ce qu'ils aiment, et ils sont bien dans leur peau, et ils ont une assez bonne santé, hein, ils ont un bon équilibre, ils ont bonne mine. Et puis on les voit manger de tout, ils ont bon appétit, sont des bons vivants. Puis d'un autre côté, on a ces gens parmi nos connaissances qui sont pas du tout bien dans leur peau, qui sont pas bien dans leur vie, qui n'ont pas trouvé leur place et qui ont une alimentation très stricte où ils vont passer au végétalisme. Et puis ils sont tout gris, ils ont mauvaise mine, ils n'ont pas de joie de vivre, ils ont tout le temps des sautes d'humeur. Alors c'est pas parce qu'on a tout misé sur l'alimentation et que sur le papier notre alimentation elle paraît parfaitement adaptée à la physiologie, à la constitution de l'être humain qu'on va forcément aller bien. Donc là aussi il est toujours important de nuancer les choses, de pas entrer dans une sorte de fanatisme. Je constate aussi beaucoup ça sur Internet, hein, sur les forums sur lesquels j'ai pu aller. Il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui des vidéos et qui partagent leur régime, leur mode alimentaire en parlant comme d'une panacée, hein, comme de quelque chose que chacun devrait suivre. Et ils ne sont pas forcément justes à mon sens parce que justement il n'y a pas assez de nuances. Et quand on regarde un petit peu l'état émotionnel de ces gens-là, moi je trouve qu'il y a beaucoup de réactivité si tout d'un coup on essaye de leur montrer les choses sous un autre angle de vue en leur disant que ce qui est valable pour une personne ne sera pas forcément pour une autre et que par exemple si on prend toute cette si on regarde cette théorie du végétalisme, les gens vont s'identifier à tout ça, hein, comme s'ils s'identifiaient à des croyances quasi religieuses. Et si on leur fait comprendre qu'il peut être intéressant de manger de la viande pour une certaine personne, immédiatement on va s'exposer à une levée de bouclier, à une réactivité de l'ego. Et quand les gens en sont à ce stade-là, à mon sens, on est dans un déséquilibre, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir se donner raison au travers d'une idéologie, sachant que l'être humain est extrêmement complexe et que la santé c'est un ensemble de facteurs et qu'il n'y a pas qu'un seul facteur.
Il y a aussi beaucoup d'ignorance de la part de ceux qui veulent promouvoir un régime en le faisant passer comme le seul régime valable. Alors bien sûr, si on s'intéresse à la physiologie de l'être humain, on est très proche des grands singes. Et les grands singes, ils ont un régime frugivoriste. Ils mangent aussi un petit peu de petits mammifères, de petits rongeurs, mais ils mangent essentiellement des feuilles vertes et puis des fruits. Mais à la différence de l'être humain, c'est qu'ils vivent dans un milieu harmonieux. Ils mangent quand ils veulent, ils mangent à l'écoute du rythme de leur corps. Ils mangent énormément. Je pense qu'un grand singe mange énormément de feuilles. Et nous, dans notre mode de vie moderne, si on travaille, on ne peut pas manger des feuilles sur sa place de travail toutes les 5 minutes. Ça, c'est pas possible. Donc là aussi, il faut être nuancé. Après, c'est vrai que si on observe les choses d'un point de vue purement scientifique, en fonction de notre constitution, de notre physiologie, de notre système digestif, alors l'être humain est fait pour digérer les fruits, les légumes et un petit peu de viande, mais pas trop. Les céréales, ça c'est une question qui est discutable également. Mais là aussi, pour pouvoir bien assimiler et bien éliminer, il faut un système digestif qui fonctionne bien. Or, pour qu'il fonctionne bien, il faut que le système nerveux soit en pleine possession de ses moyens. Il faut que le système hormonal, endocrinien fonctionne bien. Il faut que la personne ait un bon capital au niveau des minéraux. Et il faut qu'elle gère bien ses émotions, il faut qu'elle soit dans le mouvement même de la vie. Il faut qu'elle ait de la joie de vivre. Et à partir de là, effectivement, elle vivra mieux son régime frugivoriste. Je parlais au début de la vidéo de la dégénérescence après la chute. La plupart des êtres humains sont dans un état de dégénérescence, alors à plus ou moins fort degré, ça dépend. Et si vous enlevez, vous modifiez complètement l'alimentation à quelqu'un qui a un état de dégénérescence avancé, alors il y a beaucoup de chances qu'il va très très mal vivre sa modification de mode alimentaire. Imaginez-vous quand on est dégénéré au niveau de l'âme, c'est-à-dire quand elle est étouffée par des voiles d'occultation qui sont ceux de l'ego, avec un ensemble de mécanismes de défense, de dépendance, etc. Alors la personne va compenser beaucoup par l'alimentation, tout comme elle va compenser par des dépendances affectives, par des moyens de stimulation divers. Et à ce niveau-là, si vous lui enlevez ça, et qu'elle n'a plus ces moyens de compensation, de stimulation, alors il va y avoir comme une levée de voile sur les ombres qui étaient maintenues bloquées par ces moyens de stimulation, par ces moyens de compensation, qui anesthésiaient, qui étouffaient. Et c'est comme si on allait ouvrir la boîte de Pandore et que tout à coup, les émotions bloquées allaient se remettre en mouvement. Et si la personne, elle n'est pas en mesure d'accueillir les émotions qu'elle va revivre, ça peut être très très déstabilisant. La personne peut perdre pied, elle peut tomber dans un état dépressif. Et là, ça peut être catastrophique sur le plan de sa psyché. Elle peut faire une sorte de décompensation. Il peut faire des crises d'élimination, donc ça peut être aussi très difficile à vivre sur le plan physiologique. C'est pour ça que il faut être très très mesuré, très prudent quand on est dans une phase de dégénérescence plus ou moins avancée. Ne pas y aller uniquement par idéologie, par croyance mentale. Écouter le corps, être prudent. Là aussi, ça sera une question d'équilibre. On va pouvoir diminuer certains polluants, certains stimulants, mais en quantité mesurée, gentiment. Et la personne devra sentir quand elle sent qu'elle peut diminuer un petit peu plus, etc.
Et en parallèle, il faudra qu'elle fasse bien attention d'accueillir ses émotions. Il y aura aussi la notion de plaisir, hein, qui est très importante. Si une personne renonce à certains aliments parce que ils ne conviennent pas à un certain régime alimentaire qui serait prescrit d'un point de vue idéologique, alors la personne, elle va générer beaucoup de frustration. Hein, si du jour au lendemain, elle n'a plus son café, elle n'a plus son chocolat, ses pâtisseries, ça va créer un état de frustration, de tension. Et puis, si elle n'accueille pas les émotions négatives vont perturber bien plus sa physiologie que si elle avait continué de manger son morceau de chocolat, qu'elle avait continué de boire son café, de manger ses pâtisseries, etc. Donc là aussi, hein, il ne faut pas tout miser sur l'alimentation, il y a cette dimension émotionnelle qui est fondamentale. J'aime bien aussi rappeler que, en termes de détoxication, de désencrassement du terrain, c'est la respiration qui est le moyen le plus efficace d'éliminer les déchets. On élimine 70% des déchets via la respiration, via les poumons. Hein, les poumons, c'est l'émonctoire principal. Ensuite, il y a 20% des déchets qui sont éliminés par la peau. Ensuite, il y a 10% qui sont répartis entre les reins à raison de 7% et puis les intestins à raison de 3%. Donc vous voyez que les intestins, sur lesquels on met beaucoup d'importance avec les irrigations coloniques, les drainages, etc., c'est seulement 3% de l'évacuation des déchets. Parce que la plus grande partie des déchets sont éliminés sous forme de gaz. Et si une personne mise tout sur l'alimentation et qu'elle ne fait pas attention à la gestion des émotions, alors il y a de fortes chances qu'elle soit bloquée, qu'elle soit dans des crispations et qu'elle respire mal. Parce que les énergies bloquées induisent des crispations, des tensions musculaires qui vont entraver la respiration. Et donc si la respiration ne peut pas être naturelle et profonde, cette élimination des déchets ne va pas pouvoir se faire, à raison de 70%, je le répète. Et donc la personne va s'encrasser, quand bien même son alimentation serait parfaite sur le papier, qu'elle aurait une alimentation super physiologique, avec des jus, des fruits, des légumes, etc. Donc voilà, il ne faut pas inverser les choses. L'alimentation, elle est secondaire en termes de régénération de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, hein, je dis bien qu'elle est secondaire, parce que ce qui est plus important, ce qui est prioritaire, c'est la gestion des émotions, c'est la respiration. Et c'est de s'autoriser à vivre ce qu'on aime vivre, tout simplement, pour avoir de la joie. La joie est le facteur numéro 1 hein, dans la santé. Il y avait une étude qui avait été faite à l'époque aux États-Unis sur un groupe. Il y avait 2 groupes en fait. Et, je ne sais plus exactement, je crois que c'était des étudiants. Le premier groupe avait regardé un film comique. Et puis l'autre groupe avait regardé un film, un documentaire sur la torture ou des atrocités commises, souffrances, etc. Et le système immunitaire du premier groupe qui avait regardé le film comique, donc avait eu des rires, de la joie de vivre, était beaucoup plus élevé, beaucoup plus performant que dans l'autre groupe qui avait eu des émotions négatives. Donc là, le système immunitaire, c'est avant tout la gestion des émotions, la joie de vivre, l'enthousiasme. Encore une fois, hein, si l'alimentation ne nous procure pas de joie, alors elle sera beaucoup moins bénéfique qu'une alimentation peut-être un peu moins parfaite sur le papier, un peu moins physiologique, mais avec laquelle on aurait énormément de plaisir, de joie. Il y a aussi autre chose qui est très très important dans l'alimentation, c'est l'énergie qu'elle contient. Sri Aurobindo, dans le passage que je vous ai lu, parlait des influences occultes. Hein. Je pense qu'il parle de l'imprégnation des aliments par l'énergie vitale de l'être humain avec lequel ils ont été en contact. Si vous mangez je sais pas moi, un gâteau au chocolat de votre maman et qu'elle l'a préparé avec amour, qu'elle a mis beaucoup de joie dans ce qu'elle était en train de faire, à la perspective que vous passeriez un bon moment à le manger, etc.
et qu'elle l'a fait dans un moment de bien-être, de paix intérieure, alors dans ce gâteau au chocolat, il y aura des bonnes énergies, des bonnes énergies, il y aura du chi. Le chi, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie d'amour. Et ça, votre corps va en bénéficier. Et après, bien, si le gâteau au chocolat, il contient du sucre raffiné, des édulcorants, des additifs, bon bah voilà, hein, le corps, s'il a sa dose d'énergie vitale, si on passe un bon moment, si on est dans la joie, il pourra assez facilement éliminer les toxines. Par contre, à l'opposé, si vous mangez des salades bio, des feuilles de salade bio, et puis que vous êtes dans une crispation, dans un stress, vous n'avez pas de joie, ben voilà, hein, ça sera plus néfaste que votre gâteau au chocolat. Après, bien sûr, l'idéal, ça serait de pouvoir avoir une alimentation physiologique qui nous procure du plaisir et qu'on mette énormément d'amour quand on se prépare un bon plat de fruits, de salade, etc. Là aussi, hein, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, donc en résumé, c'est important d'aller au ressenti, à l'écoute du corps et de bien prendre en compte que si on est à un état de dégénérescence physiologique, de dégénérescence psychique avec des névroses, avec des mécanismes de défense qui nous étouffent, qui nous briment et qu'on ne peut pas vivre notre vie rêvée et du coup on n'a pas d'enthousiasme, pas beaucoup de joie au quotidien, alors l'alimentation ne va pas nous apporter énormément. Il faudrait d'abord travailler sur ces premières choses qui sont prioritaires. Après, si on ne peut pas, ben, rien ne nous empêche aussi de modifier un petit peu notre alimentation. C'est une question d'équilibre, c'est une question de juste milieu. Attention encore une fois au fanatisme, à l'idéologie. Ça peut être très très destructeur. On peut avoir l'impression de se faire du bien alors qu'on va se faire du mal complètement. Après, il y a aussi la façon de manger qui est importante. Manger en conscience. Si on mâche lentement les aliments, on va bien les ensaliver. Et si on les ensalive bien, il y a une première digestion qui a lieu dans la bouche. Et après, la digestion dans l'estomac, elle sera facilitée. Donc on dépensera moins d'énergie vitale pour le processus de digestion. Après, bien évidemment, il y a cette fameuse qualité des aliments. Hein. On va privilégier des aliments locaux, que ce soit de la viande, des céréales, des produits laitiers, pourquoi pas. On va essayer de prendre des aliments de qualité. Biologique, hein, bien sûr, ça c'est important aussi par rapport au respect de l'environnement, bien que moi, avec mon expérience, je privilégierais plutôt les produits locaux que des aliments biologiques qui ont été importés, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud ou je ne sais où, et qui ont fait je ne sais pas combien de kilomètres, hein, pour venir jusqu'à nous, et qui peuvent être un peu frelatés. Je pense que le bio qu'on trouve dans les grandes surfaces n'est pas si sain qu'on veut bien nous le faire croire. Il y a beaucoup de marketing là autour. Et après, il y a la notion de commerce équitable. Il y a beaucoup de choses, hein, qui tournent autour de cette question de l'alimentation. Et ça sera avant tout à nous de nous positionner, de faire nos expériences et de voir comment on se ressent, comment on sent les choses. Peut-être qu'un jour, quand l'humanité aura travaillé à sa régénération, beaucoup d'êtres humains auront adopté un mode frugivoriste, très respectueux de la nourriture, du règne animal. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, hein, on verra bien. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre, hein, c'est indéniable au niveau de la souffrance qui est infligée au niveau du règne animal. Après, moi, je ne suis pas forcément pour l'abandon total de la viande. J'aime bien prendre le modèle des Indiens d'Amérique. Ils consommaient la viande de bison, mais il y avait un grand respect par rapport à l'animal. Et c'était aux antipodes de ce qui se passe aujourd'hui dans les abattoirs avec des animaux en souffrance. À cette époque-là, l'animal était considéré, honoré, respecté. Il y avait un esprit de gratitude. Et puis il y a cette question aussi
des lois de la nature, hein. Je pense que ces lois de la nature n'ont strictement rien à voir avec une vision purement sentimentaliste des choses. Quand on voit ce qui se passe dans la savane, les animaux tuent pour manger, pour survivre. Est-ce que l'être humain n'a pas aussi un rôle de régulateur par rapport aux populations animales? C'est dans le mythe végétarien que ça m'avait permis d'avoir un autre angle de vue à ce niveau-là. Et si par exemple il n'y a plus de chasseurs du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passerait au niveau des populations de certains animaux dans la nature, notamment des sangliers? Est-ce qu'il n'y aurait pas une surpopulation? Est-ce que l'être humain n'a pas un rôle de régulateur, tout comme d'autres animaux dans la nature peuvent l'avoir? Alors j'avais un ami qui m'avait dit oui, mais si l'être humain ne tue plus les animaux, si par exemple il n'y a plus de chasseurs, eh bien la nature va s'autoréguler. Par exemple, s'il y a trop de sangliers, alors les sangliers vont tomber malades. Et puis voilà, c'était son argument. Après, moi j'avais réfléchi un petit peu à la chose et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus moral dans tout ça? Est-ce que le plus moral c'est de laisser les animaux tomber malades parce que il y aurait un dérèglement à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est de les tuer de façon harmonieuse, respectueuse, comme pouvaient le faire les Indiens d'Amérique? Je sais pas, ça c'est une question que je vous laisse réfléchir, hein, que je vous laisse méditer. Je pense que parfois on a trop tendance à voir les choses d'un angle de vue purement sentimental, un peu romantique, un peu fleur bleue. La nature, elle a des lois. Et puis ces lois, si on y déroge, eh bien, il y a des déséquilibres. Et parfois on y déroge parce qu'on a une vision toute mentale, toute morale des choses. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Alors bien sûr, encore une fois, comme je le disais, ne prenez pas tout ce qui a été dit comme l'expression d'une vérité, mais plutôt comme un partage d'un vécu, d'un ensemble d'expériences, de conclusions toutes personnelles. Faites-vous votre propre opinion. Et n'hésitez pas à remettre en question certaines de vos croyances si vous constatez qu'elles peuvent être le fruit d'une idéologie. Elles peuvent être le fruit d'un renforcement d'une identité. Hein, moi, j'en parlais un petit peu avant dans la vidéo. J'ai souvent constaté que les gens ont de la peine à remettre en question leurs croyances. Ils s'attachent à ces croyances parce qu'elles définissent leur identité. Et être végétalien strict, ça peut renforcer l'identité. On peut avoir l'impression d'avoir raison, d'être dans le camp de ceux qui sont dans la vérité. Et du coup, à cause de ces croyances, de cette idéologie, on tombe dans une sorte de fanatisme et on va avoir de la peine à se remettre en question. Parce que si on se remet en question, ça veut dire qu'on avait tort d'un certain point de vue et que tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était peut-être pas totalement adapté. Et ça peut être confrontant de se remettre en question à ce niveau-là. Alors plutôt que de le faire, on va rester dans ses croyances. On va rester dans une zone de confort à ce niveau-là. Et on va s'en prendre à tous ceux qui pensent différemment que nous. On va essayer de leur donner tort pour rester dans cette impression d'avoir raison. Et je le sais parce que je me suis aussi identifié à tout ça hein, quand j'avais ma phase stricte au niveau de l'alimentation où je mangeais que des feuilles et que des graines germées, que des fruits, que des jus. Je peux vous dire que j'étais pas forcément très agréable parce que j'étais assez extrémiste et puis je faisais comprendre aux gens qu'ils étaient dans l'erreur, etc. et puis qu'ils contribuaient à la souffrance dans le monde, à la pollution. Et maintenant, je suis beaucoup plus modéré, beaucoup plus nuancé dans mes propos parce que j'ai fait d'autres expériences, j'ai lu d'autres sources, d'autres auteurs qui m'ont apporté des angles de vue différents. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, ne pas rester figé avec des œillères hein, dans une vision limitée des choses. Ouvrir l'horizon, dégager l'horizon et après avec différents sons de cloche, différents angles de vue, faire différentes expériences qui nous permettront d'avoir
d'avoir un autre regard sur les choses, qui sera peut-être plus en phase avec ce dont on a besoin dans l'instant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite de faire de belles expériences par rapport à l'alimentation et à toute cette dynamique autour de la régénération de l'âme. Bien à vous et à bientôt.